À toutes et à tous, merci de votre présence. Nous poursuivons nos auditions avec, en cette fin d'après-midi, l'audition de Madame Xin Labé de NewsGuard, rédactrice en chef et vice-présidente en charge des partenariats Europe et Canada de cette société américaine créée par des journalistes pour évaluer la fiabilité des sites d'information et d'actualité. En septembre dernier, votre organisme a mis en lumière, donc vous préciserez cela, que d'après votre analyse, 20% des vidéos qui apparaissent dans les résultats de recherche du réseau TikTok sur les principaux sujets d'actualité contiendraient de la mésinformation. Comment expliquez-vous ce que vous constatez vous comme comment expliquez-vous ce pourcentage? Est-ce que c'est une surreprésentation par rapport à d'autres réseaux que le réseau TikTok? Est-ce dû, selon vous, au fait qu'il s'agirait d'une jeune société débordée par son succès, d'une mise en avant délibérée de contenus susceptibles de retenir l'attention des utilisateurs, ou encore d'un outil de propagande et au service de qui? Pourriez-vous nous dire si vous connaissez la manière dont TikTok organise justement sa modération? Pensez-vous que TikTok, qui vient d'être désigné comme une des très grandes plateformes en ligne sous supervision directe de la Commission européenne, sera en capacité de respecter les obligations qui lui seront imposées par le règlement sur les services numériques? Et nous allons donc vous laisser la parole pour un exposé liminaire. Et peut-être pourrez-vous nous préciser si NewsGuard a des liens d'intérêt avec la plateforme TikTok, dans la mesure où celle-ci fait appel à des prestataires comme l'AFP pour vérifier la véracité des informations. Peut-être nous dire aussi ce que vous entendez par mésinformation, par rapport à une fausse information ou à une infox, et nous préciser votre approche et votre méthode de travail. Avant de vous laisser la parole, je me dois de procéder aux formalités d'usage dans le cadre d'une commission d'enquête. Je dois vous rappeler qu'un faux témoignage devant la commission est passible des peines prévues aux articles 434, 13, 14 et 15 du Code pénal. Et je vous invite donc à prêter serment de dire toute la vérité avec la vérité en levant la main droite et en disant « je le jure ». Je le jure. Merci madame, vous avez la parole. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers membres de la commission d'enquête, merci de me recevoir aujourd'hui et de vous pencher sur le sujet qui est le mien, à savoir celui de la présence de mésinformation et de désinformation sur la plateforme que vous examinez, TikTok. Alors, je me présente effectivement devant vous cet après-midi pour représenter NewsGuard, une société qui lutte contre la mésinformation et la désinformation comme le disait Monsieur le Président, en analysant la fiabilité des sites d'information et qui produit aussi des rapports sur les tendances de la mésinformation et de la désinformation en ligne sur ces sites que nous suivons de près, mais aussi sur les réseaux sociaux. À l'origine, TikTok était surtout connu pour sa composante musicale. On y trouvait principalement des vidéos de karaoké et de danse. Certains représentants de la société continuent à en parler comme d'une application de divertissement et de joie. Mais votre commission comprend bien pourquoi une entreprise comme la nôtre, qui étudie la mésinformation et la désinformation, suit de près ce qui se passe sur TikTok. Car si l'application chinoise est en effet un lieu de divertissement, c'est aujourd'hui bien plus que cela. C'est un endroit où les utilisateurs vont chercher des informations. Et comme tous les réseaux sociaux où se partagent des informations, c'est un lieu où circulent de nombreuses infox, y compris sur des sujets politiques, sociaux et géopolitiques. Et la raison de s'y intéresser, c'est aussi sa taille et sa croissance exceptionnelle. TikTok est une plateforme, vous le savez, plébiscitée par les jeunes. 30% des utilisateurs en France ont moins de 18 ans, selon Bloomberg. C'est une plateforme qui jouit aujourd'hui d'1,7 milliard d'utilisateurs actifs dans le monde, contre seulement 85 millions début 2018. Et en 2021, TikTok est même passé devant Google en tant que site le plus visité sur Internet, selon Cloudflare, même s'il a depuis perdu ce titre pour repasser en 3e position. Alors, partant de ce constat, nous avons mené plusieurs expériences sur TikTok et publié plusieurs rapports que je serais ravie de vous décrire plus en détail lors des questions, notamment en ce qui concerne la méthodologie. Mais pour ce propos liminaire, je voulais insister sur 2 observations principales. Il existe en effet à mes yeux 2 principaux problèmes liés à la mésinformation sur TikTok. D'abord, le problème du scroll, lorsque les utilisateurs se contentent de faire défiler des vidéos sur leur fil For You. Et ensuite, le problème de la recherche qui est lié au moteur de recherche de TikTok. Dans les 2 cas, avec ces 2 pratiques, les utilisateurs sont confrontés à de fausses informations sur tous les grands sujets d'actualité, d'après nos analyses. Commençons par le scroll, puisque c'est l'utilisation principale de l'application et la manière avec les utilisateurs accèdent principalement au contenu. La question à laquelle nous avons tenté de répondre est la suivante. Combien de temps faut-il à un utilisateur pour tomber sur des contenus faux ou trompeurs sur des grands sujets d'actualité,
tout simplement en scrollant. Nous avons donc fait le test à 2 reprises, en septembre 2021 avec le Covid-19 et en mars 2022 avec la guerre en Ukraine. Dans les 2 cas, en faisant faire le test à plusieurs analystes dans plusieurs pays et dans plusieurs langues, la réponse à laquelle nous sommes parvenus est moins de 40 minutes. Dans notre expérience sur les contenus liés au Covid-19, par exemple, un garçon francophone de 13 ans qui a effectué le test sous surveillance parentale s'est vu montrer une vidéo satirique sur le sujet du Covid-19 en 17 secondes seulement après s'être connecté à l'app. Et 20 minutes plus tard, une vidéo le mettant en garde contre un nouvel ordre mondial est apparue dans son flux, qui affirmait, je cite, que la rappeuse française Kenny Arcana avait tout compris lorsque 10 ans auparavant, elle chantait, et je cite encore, que les gouvernements étaient en train de préparer le terreau hors pair du plus grand génocide, juste pour businesser un tas de vaccins empoisonnés. Et après environ une demi-heure sur TikTok, ce jeune adolescent était exposé quasi exclusivement à de la mésinformation sur le Covid-19, y compris des contenus anti-vax et des théories du complot anti-gouvernement. Dans notre expérience sur la guerre en Ukraine, moins de 29 minutes après avoir rejoint TikTok, un analyste francophone s'est vu montrer une vidéo d'un discours de Vladimir Poutine, dans lequel celui-ci disait, je cite, « Ce n'est pas pour que les néo-nazis d'aujourd'hui prennent le pouvoir que vos pères, vos grands-pères, vos arrière-grands-pères se sont battus contre les nazis ». Et en moins de 36 minutes, le même analyste s'est vu montrer une vidéo affirmant que, je cite, « Toutes les images de cette pseudo-guerre sont fausses ». Alors 40 minutes, cela peut sembler beaucoup. Mais si l'on rapporte cette durée au temps quotidien passé sur TikTok en moyenne par les utilisateurs, c'est en réalité bien peu. Et cela veut dire que tous les utilisateurs peuvent être confrontés quotidiennement à de fausses informations. En effet, le temps moyen passé sur TikTok était de 95 minutes par utilisateur et par jour en 2022 selon Meltwater. Et le temps est encore plus important si on regarde seulement les plus jeunes utilisateurs. Alors évidemment, cela ne veut pas dire qu'un utilisateur de TikTok ne va être confronté qu'à de fausses informations sur la plateforme. Le mélange des genres est d'ailleurs assez détonnant sur TikTok. Une fausse information va arriver entre un mème amusant et des informations fiables sur des sujets d'actualité, mais le design de l'application, le fait de faire défiler les vidéos les unes derrière les autres, sans réelle mise en contexte ou hiérarchisation, et avec très peu de labellisation des contenus, fait qu'il est extrêmement difficile pour un utilisateur de faire le tri parmi les informations qui vont lui être proposées. Alors ça, c'est le problème que j'appelle du scroll. Ensuite vient le second problème que je voulais souligner aujourd'hui, celui de la recherche sur TikTok. Car oui, TikTok sert aujourd'hui de plus en plus de moteur de recherche à de nombreux internautes. Les internautes vont chercher tout type d'informations sur TikTok, le dernier restaurant à la mode, la crème la plus efficace, mais ils vont aussi chercher des informations sur l'actualité. Selon une étude du Pew Research Center, environ un quart des utilisateurs américains de moins de 30 ans cherchent régulièrement des informations sur TikTok. Alors la question à laquelle nous avons tenté de répondre est la suivante. Lorsqu'un utilisateur effectue une recherche sur TikTok, quelle proportion de vidéos dans les premières remontées à l'issue de sa recherche, contiennent de fausses informations. On a donc fait le test en septembre 2022 en effectuant des recherches liées à des sujets d'actualité variés, l'Ukraine, le Covid-19, les vaccins anti-Covid, les fusillades aux États-Unis. Et le résultat est le suivant, près de 20% des vidéos apparues dans les 20 premiers résultats de recherche sur TikTok contenaient de fausses informations. Par exemple, la recherche « L'élection de 2020 a-t-elle été volée ?» renvoyé vers 6 vidéos contenant de fausses allégations sur l'élection de Joe Biden aux États-Unis, parmi les 20 premiers résultats. Au contraire, la plupart des résultats pour la même recherche sur Google étaient des articles démentant l'allégation selon laquelle l'élection de 2020 aurait été volée, et aucun de ces résultats ne relayait de fausses informations. Et lorsqu'ils ne contenaient pas de fausses informations, les résultats sur TikTok étaient, c'est intéressant de le souligner, souvent plus polémiques que sur Google. Peut-être plus problématique encore, non seulement l'application met en avant de nombreuses vidéos contenant de fausses affirmations dans ses premiers résultats de recherche, mais elle suggère aussi des termes tendancieux pour compléter une recherche neutre. Par exemple, lorsqu'un de nos analystes a effectué une recherche pour le terme « climate change », changement climatique, l'application lui a suggéré de chercher « climate change debunked », le changement climatique démystifié, et « climate change doesn't exist », le changement climatique n'existe pas. Même chose pour Boutcha, cette ville ukrainienne qui a été le théâtre de massacres. L'application suggérait « Boutcha fake », faux, en référence aux faux récits selon lesquels ces massacres auraient en fait été mis en scène par l'Ukraine, entraînant donc dans ces 2 cas et dans d'autres cas que nous avons étudiés, l'utilisateur vers davantage encore de contenu faux.
Ce qu'il est important de comprendre, c'est que dans les deux cas, qu'il s'agisse du scroll ou du moteur de recherche, ce sont les algorithmes de TikTok qui sont responsables de la présence fréquente de contenus faux, puisque ce sont eux qui déterminent quelles vidéos vont apparaître dans votre fil d'actualité et lesquelles vont remonter dans votre barre de recherche. Je ne suis pas une spécialiste des algorithmes et je sais que vous avez eu une audition très pertinente sur le sujet avec Marc Fadoul. Je ne passerai donc pas beaucoup de temps sur cette question, mais je voulais juste terminer en disant que je partage son constat, que ces algorithmes sont véritablement les gardiens de l'information en ligne et le cœur du problème. Si l'on devait faire passer un examen de résistance à la mésinformation à l'application chinoise, il y a peu de doute qu'elle échouerait. Et sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, c'est la conception algorithmique qui en est la responsable. Avant d'ouvrir aux questions, j'aimerais par ailleurs ajouter que je n'ai pas parlé des contenus synthétiques ou manipulés par intelligence artificielle sur la plateforme. Les règles d'utilisation de TikTok imposent que ces contenus soient labellisés comme tels, mais le fait est que ce n'est pas toujours le cas et que de nombreuses vidéos manipulées circulent sans label sur l'application. Et dans un monde où l'IA progresse rapidement, démocratisant la création de contenus altérés, c'est une problématique qui ne doit pas être négligée et je suis sûre que nous aurons l'occasion d'en reparler dans les questions. Et juste peut-être, vous m'avez posé la question de nos liens d'intérêt avec TikTok. Nous n'avons pas de relation commerciale avec TikTok. Et sur ce que vous définissez comme une mésinformation? Oui, alors la une fausse information, parce que déjà qu'entre l'anglais et le français, l'infox pourrait et devrait être utilisé à bon escient plutôt que la fake news, sauf que la fake news, il y a quand même une connotation très américaine et propre aux Américains, donc on peut peut-être utiliser les deux, j'en sais rien. Et alors, sur la mésinformation ou désinformation, infox, comment vous faites Oui, alors j'utilise le terme infox plutôt que fake news, effectivement, parce que le terme fake news, comme vous le savez, est devenu très politique, et donc pour moi un terme qui n'a plus beaucoup de sens aujourd'hui, puisqu'il peut être utilisé pour décrire des contenus tout à fait crédibles et valables, mais qui ne vont pas dans un sens politique donné. En revanche, la différence, oui, entre la mésinformation et la désinformation, c'est que derrière la désinformation, il y a une volonté malveillante, une volonté de diffuser ces contenus faux à dessein. Ça peut être pour des raisons politiques, géopolitiques, financières, par appât du gain, parce que ça fait du clic. La mésinformation, c'est plutôt la diffusion de fausses informations, peut-être par manque de rigueur journalistique. Ça peut être une erreur d'un média qui est fiable par ailleurs. Mais cela dit, aujourd'hui, nous, on dit toujours qu'on travaille sur la mésinformation et la désinformation parce que les deux s'imbriquent très souvent. C'est souvent difficile de savoir comment une campagne a commencé. Et si certaines campagnes de désinformation sont clairement des campagnes de désinformation parce qu'elles sont relayées par des médias d'État étrangers, il y a beaucoup de fausses informations qui circulent sans que l'on sache exactement où ça a commencé et pour quelles raisons, avec quel dessein. Merci beaucoup de cette introduction qui va directement au cœur du sujet. Et qui va nous permettre d'avancer à partir des questions que les uns et les autres nous allons vous poser. Mais avant de vous poser des questions, je voudrais vous dire bravo. Alors, je ne sais pas si c'est à vous personnellement qu'il faut dire bravo, mais je veux dire, moi, je suis content qu'une entreprise comme NewsGuard existe, parce qu'il n'y en a pas assez, il en faudrait beaucoup plus, et même, je dirais, la disproportion entre les moyens des plateformes et l'ampleur de la mésinformation et de la désinformation et le nombre de fact-checkers. Je ne sais pas si vous qualifiez de fact-checkers, vous êtes peut-être plus au-delà de ça, vous êtes aussi en matière d'éducation, etc., etc. Mais je voudrais vous dire que ça fait plaisir de voir qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui sont aujourd'hui, qui s'attachent à ce sujet, parce que ça nous paraît, pas seulement pour TikTok, bien entendu, mais en général, un des problèmes majeurs, y compris un des problèmes démocratiques de l'existence qu'implique l'existence des réseaux sociaux. La première question que je voudrais vous poser, vous avez tout à l'heure
Alors, peut-être on pourrait justement revenir sur le point de vue général de NewsGuard. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des partenariats, et notamment des partenariats avec des institutions telles que le service Viginum en France ou le service d'action extérieure, le service européen d'action extérieure? Est-ce que vous travaillez avec un certain nombre de régulateurs, un certain nombre d'organismes nationaux ou européens, oui, ou américains? Oui, alors... je vais peut-être d'abord vous expliquer quel est notre modèle économique et ensuite détailler si nous avons des relations avec ces acteurs-là. Donc, nous sommes effectivement une entreprise commerciale et nous vendons en fait des licences d'accès à nos données à différents acteurs de différentes entreprises. Nous travaillons notamment avec des plateformes numériques qui vont pouvoir se servir de nos données ou donner accès à nos données elles-mêmes à leurs utilisateurs, avec des acteurs de l'industrie publicitaire aussi, que ce soit des annonceurs, des agences publicitaires, des chercheurs qui travaillent sur le sujet de la mésinformation et de la désinformation, des agrégateurs de contenu, des sociétés de gestion de la réputation, etc. Donc nos clients sont très variés. Effectivement, nous avons une petite portion de nos revenus qui viennent d'entités gouvernementales dans des démocraties occidentales. En général, toutefois, donc nos principales bases de données pour lesquelles nous vendons des licences d'accès sont d'abord nos analyses de la fiabilité des sites d'information. Donc, nous avons analysé la fiabilité des sites d'information dans 9 pays, donc plus de 8500 sites. Et par ailleurs, un catalogue des principales infox qui circulent en ligne avec à chaque fois des hashtags associés, des mots-clés, etc. Pour ce qui est des entités gouvernementales dans les démocraties occidentales, toutefois, ce travail n'est pas lié à nos évaluations de la fiabilité des sites, mais il s'agit de données spécifiques sur la désinformation provenant d'États étrangers. Notamment de la Russie, de la Chine, du Venezuela, etc. Et donc, c'est vraiment sur l'identification de ces campagnes-là. Vous m'interrogiez sur Viginum. Nous avons eu des échanges avec Viginum par le passé, mais nous n'avons pas de relation active avec eux et nous n'avons pas de partenariat commercial. Nous leur envoyons nos rapports, comme nous envoyons nos rapports à beaucoup d'autres représentants d'organismes étatiques, à des membres du Parlement européen, à des membres de la Commission européenne et aussi au service européen d'action extérieure. Mais là encore, nous n'avons pas de partenariat commercial avec le service européen d'action extérieure. Ce que je peux dire sur l'Europe, toutefois, c'est que nous sommes membres de l'IDMO, qui est l'Observatoire italien des médias numériques, qui est financé par l'Union européenne. Et nous sommes également membres du Code de bonne pratique contre la désinformation. Nous sommes donc signataires de ce code aux côtés des grandes plateformes et aux côtés d'autres entreprises de la société civile et de fact-checkers depuis la révision du code en juin dernier. Merci beaucoup. Au passage, ce n'est pas une question, mais j'ai relevé votre proposition de nous communiquer un certain nombre des rapports que vous éditez et qui pourraient intéresser le sujet de notre commission. Donc je vous confirme, ainsi que les administrateurs et les sénateurs ici présents, que nous sommes tout à fait preneurs de ces rapports, si vous voulez bien nous les faire parvenir. Vous avez parlé de la confection algorithmique et je voulais vous poser à ce sujet une question. Vous analysez des centaines et des centaines de sites, et notamment vous analysez évidemment les grandes plateformes. Il me semble, en tout cas c'est ce qu'on nous a dit, que les API des principales plateformes, les applications, les interfaces de programmation des grandes plateformes sont de nature et de qualité variable, et que si actuellement des sites comme YouTube, comme Facebook, etc., ont des API qui sont loin d'être parfaites, mais qui sont accessibles aux chercheurs ou aux sociétés telles que la vôtre, en revanche,
TikTok ne dispose pratiquement d'aucune API et par conséquent d'aucune façon d'entrer à l'intérieur du mécanisme, y compris pour les chercheurs. Ça, c'est ma première question. Est-ce que vous confirmez cela? Et ma deuxième question, c'est quand vous parlez de confection algorithmique, est-ce que vous avez les moyens, à partir du moment où vous êtes très internationalisé sur ce sujet, de savoir, je voudrais vous poser la question, où est-ce que vous avez les moyens de savoir où sont produits les algorithmes? Il y a différentes sociétés TikTok, il y en a évidemment, il y en a une par pays, pratiquement, enfin en tout cas une dans les principaux pays. Est-ce que vous êtes capable de localiser quelle est la part des algorithmes qui sont produits en France par la société française, société TikTok France, qu'est-ce qui est global et par exemple fait en Chine ou à Singapour? Il est très très difficile, pour ne pas dire impossible, d'accéder à l'algorithme, mais peut-être est-il encore plus difficile d'accéder à la confection des algorithmes et à l'origine de la confection. Est-ce que vous avez là-dessus un certain nombre de renseignements? Alors, nous n'étudions pas les algorithmes. Nous sommes vraiment concentrés sur voilà, sur la présence des fausses informations. Donc, sur l'API, je ne serais pas à même de vous donner des éléments autres que ce que des chercheurs ont pu me rapporter. Donc, voilà. En revanche, sur la seconde question, où sont produits les algorithmes, quand on produit nos rapports, on pose toujours des questions aux plateformes. Donc, par exemple, le rapport où on a sorti ce chiffre de 20%, on a posé de nombreuses questions à TikTok au sujet des algorithmes très précisément. Alors, pas sur la localisation et où ils sont produits, mais notamment, est-ce que les algorithmes sont produits pour l'algorithme de recherche pour empêcher la promotion, la valorisation des contenus faux. TikTok, comme souvent c'est le cas avec les grandes plateformes, ne nous a pas répondu dans le détail à nos questions, mais nous a répondu par un commentaire général sur leurs règles d'utilisation et le fait que les contenus faux, trompeurs, la mésinformation dangereuse était interdite sur la plateforme. Ce qui arrive souvent, c'est que quand nous publions un rapport, TikTok va ensuite supprimer les contenus qui étaient signalés dans notre rapport, supprimer des hashtags entiers, mais nous n'avons pas de réponse sur la raison pour laquelle ces contenus ont été promus dans des résultats de recherche ou sur les fils For You des utilisateurs. Merci. En dehors des algorithmes, est-ce que vous avez une vision de la façon dont TikTok organise sa modération, et notamment des modérateurs humains? Oui, alors sur la modération, alors je n'ai pas d'éléments précis d'expertise sur la manière dont la modération est organisée, autre que les rapports de presse que vous connaissez aussi bien que moi. En revanche, ce qui est sûr, c'est que ce qu'on sait, en tout cas ce que TikTok dit, c'est que la modération sur la plateforme repose d'abord sur un examen des vidéos via l'intelligence artificielle. Puis, s'il y a, elle, va détecter un problème, là, la vidéo va être soit supprimée, soit envoyée à un modérateur humain pour une autre analyse. Or, on le sait, l'IA, elle est très efficace pour repérer les contenus haineux, les contenus violents, les contenus racistes. Elle est beaucoup moins efficace pour repérer la mésinformation et la désinformation. Pourquoi? Parce que ça ressemble à de l'actualité crédible. Et donc, effectivement, là, il y a un problème fondamental. Et si on regarde les chiffres, selon le rapport d'application des règles communautaires de TikTok qui est disponible en ligne, lors du premier trimestre de 2022, TikTok a retiré plus de 102 millions de vidéos qui allaient à l'encontre de ces règles communautaires. Mais sur ces 102 millions de vidéos, moins de 1% ont été retirées car elles contrevenaient aux règles d'intégrité et d'authenticité qui
comprennent la mésinformation dangereuse. C'est très peu, et pourquoi? Sans doute parce que malheureusement l'IA n'est pas la plus efficace pour aller repérer ces contenus. C'est pour ça que chez NewsGuard, nous travaillons avec une équipe de journalistes qui va passer énormément de temps à analyser les contenus, parce que malheureusement, effectivement, les campagnes de désinformation efficaces, elles ressemblent trait pour trait à de l'information crédible, notamment parce que aujourd'hui, si vous parlez de propagande, qu'est-ce qui va différencier un contenu de propagande d'un contenu d'un média fiable? C'est tout simplement la personne qui va être l'initiateur du contenu, qui va avoir produit le contenu. Or, si vous ne savez pas qui a produit ce contenu et que cette personne se cache derrière un compte anonyme, l'IA va bien être incapable d'identifier ce contenu comme de la propagande d'État. Vous disiez 1% concernant la mésinformation. Les 99 autres pourcents, en gros, ils se répartissent comment? Alors ça, j'ai pas le détail, mais sur les règles communautaires, il va y avoir les contenus violents, tous les contenus illégaux, en fait, illicites, qui sont interdits sur la plateforme. Et donc, les 1%, ce n'est même pas que la mésinformation dangereuse, c'est l'intégrité et l'authenticité. Donc ça inclut la mésinformation dangereuse, mais ça va aussi inclure les contenus générés par IA, les contenus et qui vont être trompeurs, les contenus inauthentiques. Vous disiez que TikTok ne recourait pas à la labellisation de ces informations. Qu'en est-il des autres plateformes? Alors ils le font, mais peu et de manière assez inégale, ce qui est le cas sur l'ensemble des plateformes. Je ne pense pas que TikTok soit différent des autres plateformes à ce niveau-là. Souvent, ce qu'on va remarquer, c'est que toutes les plateformes en général ont des partenariats avec des fact-checkers comme l'AFP en France, et donc certains contenus vont être labellisés comme faux, ou alors il va y avoir pour tous les contenus, ce qu'on a vu beaucoup sur le Covid-19 sur TikTok, c'est que les contenus qui traitaient du Covid-19, il y avait un label n'interpellant pas nécessairement sur le peu de fiabilité du contenu, mais appelant à aller chercher des sources fiables sur le Covid-19, ce qui déjà en soi est un premier pas. Ce qui se passe sur la labellisation du contenu, souvent, c'est qu'on va avoir certains contenus qui vont être labellisés comme faux, trompeurs, et d'autres contenus sur le même mythe, la même fausse information, ne vont pas l'être parce qu'on va avoir un autre vocabulaire qui va être utilisé et que tout simplement ça va avoir échappé à la plateforme. Donc il y a comme ça une labellisation qui est assez inégale, et ça c'est le cas sur toutes les plateformes. Le problème sur TikTok, je pense, qui est certain, c'est qu'il y a peu de labellisation. Il y en a, mais le design même de l'application fait qu'encore une fois, quand vous scrollez d'une vidéo à une autre, c'est beaucoup plus facile de passer à côté et de ne pas percevoir ces labels. Parfois aussi, ce qu'on observe, et on l'a observé là récemment sur les contenus générés par l'IA, en théorie, donc c'est obligatoire déjà, même si je viens de lire ce matin qu'ils réfléchissaient à un nouveau label justement pour les contenus altérés, TikTok. C'est en théorie déjà obligatoire de labelliser, d'indiquer que le contenu est altéré et produit par l'IA. Mais ce qui se passe, c'est qu'on a de nombreuses vidéos que nous avons vues notamment, qui vont être des vidéos altérées de Joe Biden depuis son annonce qu'il va être candidat à sa réélection, où le label va apparaître en milieu de vidéo. Or, on sait que les utilisateurs de TikTok vont scroller, passer d'une vidéo à l'autre. Donc là, l'effet est assez mitigé. Ça coûte pas, je peux m'excuser, juste pour ne pas y revenir dessus, ça coûte pas plus cher de le mettre sur l'intégralité de la vidéo plutôt qu'au milieu. Donc ça montre quand même une volonté. Alors ce label, il peut être mis aussi par le créateur de contenu lui-même. Mais si le créateur de contenu choisit de le mettre en milieu ou en fin de vidéo, peut-être que c'est parce qu'il a remarqué que le contenu allait être moins partagé s'il le mettait en début de vidéo. Là encore, il s'agit de supputation, je n'ai pas de réponse, mais le fait est que la labellisation n'est pas parfaite sur les contenus altérés à ce jour. Et d'ailleurs, ce qui explique que TikTok est annoncé être en train de réfléchir à une nouvelle labellisation. Pour être tout à fait honnête, c'est une problématique qui est très compliquée et à laquelle toutes les plateformes réfléchissent en ce moment. Est-ce que vous avez des détails sur le programme de fact-checking
initié par TikTok en Asie-Pacifique qui s'appuie sur l'AFP. Est-ce qu'il existe dans d'autres continents? Non, j'ai pas du tout d'informations. Nous, on n'est pas des fact-checkers en tant que tels, au sens où on va produire nos propres fact-checking pour nourrir nos analyses de sites et pour nourrir cette base de données des principales infox qui circulent en ligne. Mais on n'est pas des fact-checkers en soi, on a un travail un petit peu différent. Et donc, on n'est pas du tout dans ces partenariats on n'est pas du tout impliqué dans ce genre de partenariat. Donc, en l'occurrence, je ne sais pas exactement ce que l'AFP fait avec eux. Ce qui est sûr, c'est que ces partenariats avec des fact-checkers, ils sont utiles. Mais en général, ils aident, mais ils ne sont pas à même de pleinement résoudre le problème pour ce que je vous décrivais juste avant. C'est-à-dire qu'on va avoir certains contenus qui vont être labellisés grâce à des fact-checks, d'autres qui vont échapper parce que la manière de présenter la fausse allégation est différente et donc pas repérée par la plateforme. Donc c'est important, c'est bien, c'est utile. Ça peut pas être l'alpha et l'oméga de la réponse des plateformes à cette problématique. Merci bien. J'ai éventuellement d'autres questions, mais je ne voudrais pas monopoliser la parole. Je sais pas si... Signalez-vous s'il y a des questions. J'en ai peut-être une pour juste me permettre d'y revenir derrière. Parce qu'on essaie aussi de distinguer quelles sont les difficultés communes à plusieurs plateformes ou à l'ensemble des plateformes, de ce qui pourrait être plus spécifique pour des plateformes plus jeunes ou autres. Nous avons auditionné hier la Société des auteurs compositeurs qui, par exemple, nous a donné une bonne illustration sur le fait que, grâce aux outils informatiques, par exemple, une plateforme comme YouTube, sur la question du respect du droit d'auteur, bloquait très aisément de la diffusion de contenus qui ne respecteraient pas le droit d'auteur. Donc, en fait, les moyens techniques existent. Dans ce que vous avez évoqué sur le pourcentage de mésinformation et sur les exemples éloquents que vous avez donnés sur la façon dont, notamment, une jeune personne peut être très rapidement exposée, est-ce que c'est propre à TikTok? Est-ce que vous avez aussi d'autres plateformes pour lesquelles vous pouvez nous dire que, franchement, il n'y a pas de volonté d'y parvenir et que le travail n'est pas fait? Par exemple, on connaît tous des gens qui passent des heures et des heures sur Facebook ou sur YouTube à mal s'informer. Bon. Quel est le degré, quelle est l'échelle différente entre TikTok et ces autres plateformes sur lesquelles les gens s'informent, entre guillemets, beaucoup? Alors, je pense d'abord qu'il faut être très clair sur le fait que le risque zéro n'existe pas. Quand on parle de diffusion de fausses informations sur les réseaux, exact, et que l'objectif donc de zéro contenu faux est impossible et n'est pas quelque chose qu'on peut attendre des plateformes. Ce qu'on peut en revanche et doit demander, c'est davantage de transparence. Avec notamment une labellisation des sources et des contenus qui circulent pour que les utilisateurs retrouvent du pouvoir là où les algorithmes décident aujourd'hui à leur place, finalement, et leur donnent à voir des contenus dont ils ignorent souvent l'origine. Il faut aussi davantage de transparence algorithmique, c'est sûr, et je pense que sans comparer statistiquement, puisqu'encore une fois, on n'a pas assez de transparence et de données qui nous permettent de le faire, sur la portée des fausses informations sur telle plateforme en comparaison avec telle plateforme. Le fait est que des fausses informations, on en trouve sur toutes les plateformes. Le fait est tout de même que il y a une forte présence de contenu faux dans les résultats de recherche et dans le scroll sur TikTok. Et je pense que c'est d'une part dû à l'algorithme qui a tendance à valoriser l'engagement. Donc, les contenus faisant plus réagir, et on le sait, les contenus faux font plus réagir, à la fois parce que ça entraîne de l'adhésion de certaines personnes qui y croient, mais aussi des personnes qui vont les rejeter et qui vont plus commenter pour dire non, c'est faux. Et puis, parce que la modération sur la plateforme repose, comme je le disais, d'abord sur un examen des vidéos par intelligence artificielle, qui a tendance à ne pas être très efficace sur ce sujet-là.
Donc je pense que la différence, c'est peut-être dans le fait que, encore une fois, TikTok par design est vraiment régi autour de ces algorithmes. Vous ne pouvez pas aller voir les gens ne vont pas aller sur TikTok pour voir le profil d'un ami, ou c'est pas vraiment comme ça qu'on consomme l'information sur TikTok. On consomme l'information en regardant ce que nous propose l'algorithme, qui apprend à nous connaître et nous propose des choses en fonction de ce qu'il pense nous plaire, ou en faisant des recherches, où là encore c'est le moteur de recherche, l'algorithme, qui va nous proposer des sujets. Donc effectivement, de ce qu'on sait de l'algorithme, et là encore une fois je ne suis pas une spécialiste, de ce qu'on sait qui est sorti dans la presse, on sait que l'algorithme va valoriser effectivement le temps de rétention sur les contenus, l'engagement, etc., qui sont autant de choses qui vont avoir tendance à promouvoir des contenus problématiques. J'aurais deux petites questions. Quand vous vous adressez à YouTube, Twitter, que sais-je, ou une autre plateforme pour leur demander, pour leur signaler un problème, leur demander des informations, les échanges se passent comment? Vous vous connaissez, comme on dit sur les réseaux, dans la vraie vie, ou c'est un échange de courrier, c'est très formel? Est-ce que vous connaissez des représentants de Twitter France ou Europe avec qui vous discutez de tout ça? Alors, Twitter, en ce moment, c'est une autre histoire de parler. Oui, c'est pas le bon exemple. Mais Meta, connaît cette plateforme. Mais nous, quand nous produisons un rapport, nous allons tous sur TikTok, par exemple, mais nous avons fait des rapports sur Twitter, nous avons fait des rapports sur Facebook. Quand nous produisons un rapport qui concerne une plateforme, nous allons contacter les représentants presse de cette plateforme qui vont nous répondre et en général prendre des mesures par rapport au contenu qu'on va signaler. Comme tout journaliste finalement. Nous, après, comme je le disais, nous sommes signataires du Code de bonne pratique de l'Union européenne contre la désinformation. Et dans ce cadre, nous avons des réunions avec différents acteurs où nous pouvons échanger. Nous produisons des rapports de transparence, comme les plateformes peuvent produire des rapports de transparence. Et je pense que effectivement, aujourd'hui, le principal conseil pour les plateformes, puisque le risque zéro n'existe pas, mais que ce qu'il faudrait essayer de faire, c'est davantage de transparence, davantage de... discuter davantage avec des experts comme nous, avec des fact-checkers, échanger des bonnes pratiques. Et donc, des lieux d'échange comme souhaite le faire ce code de l'Union européenne avec ce code de bonne pratique, qui est encore une fois sur la base du volontariat. C'est une bonne chose et je pense qu'il faudrait plus de lieux, effectivement, d'échanges comme cela. Alors, deuxième question, qui connaissez-vous chez TikTok? Qui est-ce que vous voyez en vrai? Qui vous répond? Est-ce qu'il participe à ces réunions-là? Est-ce que vous avez un nom à mettre? Je n'ai pas de nom Enfin, je ne vous demande pas le nom, mais est-ce que vous sauriez? Est-ce que vous connaissez des... chez TikTok, il y a plein de représentants presse qui sont là pour répondre aux questions de la presse et qui le font de manière tout à fait... Comme ailleurs. Comme ailleurs, tout à fait, oui, tout à fait. Avec beaucoup de... Effectivement, là, on a encore cette semaine signalé des contenus pour un rapport sur des contenus altérés, comme j'en parlais juste avant. Et TikTok a pris des mesures, nous a répondu, a pris des mesures concernant ces comptes. Donc non, il y a des gens qui travaillent chez TikTok, qui sont là, qui répondent aux questions des journalistes. Mais sur la proportion constatée plus importante qu'ailleurs, parce que vous nous avez confirmé que c'était une différence vraiment de degrés. Alors encore une fois, je ne sais pas s'il s'agit d'une proportion, puisqu'on n'a pas de données. Alors justement, je notais tout à l'heure que... Peu importe, les comparons pas aux autres. Ils ont 20% de mes informations. Ils vous répondent quoi? Alors la réponse de TikTok sur cette étude en particulier, et bon, il ne s'agit pas de dire que c'est 20% à tout moment, en tout temps. C'est une expérience menée en un temps T. Peut-être que d'ailleurs les choses se sont améliorées depuis. En l'occurrence, TikTok avait critiqué notre méthodologie. Voilà, sur le fond, on n'avait pas eu de véritable réponse, hormis le fait que effectivement les contenus que nous leur avons présentés semblaient contrevenir aux règles communautaires. C'est un coup classique de critiquer la méthodologie. Est-ce que c'est comme par exemple dans des échanges d'avocats où on critique toujours la forme, on passe des pages et des pages là-dessus avant d'aller sur le fond, ou c'est TikTok qui vous critique la méthodologie et pas les autres?
Non, assez commun? ça arrive communément, et peut-être commun. que leurs critiques sont légitimes. Encore une fois, je ne pense pas qu'il y ait de mauvaises intentions. En tout cas, je ne prêterai pas de mauvaises intentions derrière les réponses qu'a pu nous faire TikTok. Nous avons toujours pu avoir des réponses à nos rapports. Ils ont pris des mesures quand des mesures étaient possibles. Le problème est que ce sont des mesures prises a posteriori quand nous leur signalons des contenus. Et donc, il y a un problème de fait sur la plateforme. D'accord, merci. Est-ce que tu veux, ou Madame Morin-Desailly, l'un des deux? Est-ce qu'il y a d'autres collègues qui souhaitent intervenir? Madame, merci aussi. Allez. D'abord, je voulais féliciter notre intervenant qui choisit plutôt d'utiliser le mot infox que fake news pour des questions de défense de la langue française, de la francophonie. Et c'est pas le président qui pourra me contredire, n'est-ce pas, cher Michael Vallée? C'est un combat partagé. Et si seulement vous étiez la seule. En effet, le terme est beaucoup plus précis et il offre toute la palette, en fait, comme vous l'avez très bien décliné, des problématiques entre mésinformation, désinformation, manipulation de l'information. Et le président a eu raison de vous poser la question. Il y a des nuances. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'en 2018, lorsque le Sénat a étudié la loi visant à lutter contre la manipulation de l'information, il a eu ce débat de repréciser, de redonner des définitions de chaque terme pour légiférer de manière appropriée sur le phénomène. Alors, ma question, justement, porte sur la désinformation, la manipulation de l'information et la mésinformation. Toutes ces nuances, est-ce que vos recherches vous permettent d'établir ce qui relève de la mésinformation, peut-être une expression naïve d'utilisateurs lambda, de jeunes qui véhiculent, voilà, des mésinformations par déficit de connaissances, sans intention malveillante, des utilisateurs qui, au contraire, pourraient être aussi des profils anonymes qu'on identifierait pour essayer de canaliser le phénomène. Personnellement, je suis pas utilisatrice de TikTok, je l'ai pas volontairement téléchargé, donc j'ai du mal à voir la différence, par exemple, avec une application telle que Instagram. Mais il me semble quand même que sur ces applications, il y a aussi des contenus qui résultent tout simplement bonnement de l'utilisateur lambda, donc qui porte une forme de responsabilité avant d'imaginer qu'il y a des manipulations importantes. Voilà ma question. Oui, bien sûr, tout à fait. Et c'est pour ça que je disais en préambule que nous regardons à la fois la mésinformation et la désinformation, et que parfois c'est tout simplement impossible de savoir de quoi relève une infox qui va devenir virale. S'il y avait un acteur derrière. Dans les questions qui m'avaient adressées, vous justement me posiez la question de l'attribution des fausses informations. Est-ce qu'on arrive à attribuer, à trouver l'émetteur originel d'une fausse information? C'est l'étape la plus complexe et c'est parfois impossible quand on travaille sur la mésinformation et la désinformation. Et souvent, on va vouloir attribuer un récit à un pays ou à une organisation en particulier, mais le fait est que les infox, même si elles émanent de pays étrangers, qu'elles émanent de pays étrangers ou de colporteurs d'infox locaux, elles s'entremêlent et finalement, les deux vont se mélanger. Donc, je m'explique. Une fausse information, par exemple, promue par des bots russes en anglais, va pouvoir ensuite être reprise par des colporteurs d'infox locaux en Italie, juste parce qu'ils trouvent cette information intéressante. Il n'y a pas d'utilisation de bots, il n'y a pas de réseau ou d'organisation derrière cette personne qui va contribuer à la vérité et qui va peut-être donner le coup de pouce qui va faire de cette infox quelque chose d'explosif et de très populaire en ligne. De la même façon, un État étranger va pouvoir... là j'ai peur de faire un anglicisme, transformé en arme. On a ce terme de weaponize en anglais qui est souvent bien utile. Faire d'une arme et se servir pour ses propres desseins d'une infox qui va en fait émaner d'un compte d'un utilisateur lambda qui a juste sorti une information, ça peut être en mésinterprétant des données avec bonne foi et en diffusant cette info
en pensant avoir trouvé un scoop incroyable. Donc les deux s'entremêlent. Et effectivement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que... et j'avais fait une intervention au Parlement européen où on m'avait demandé de parler de la désinformation d'État provenant de l'étranger. Et tout le propos de mon propos était de dire qu'il ne fallait pas séparer comme des deux choses différentes la désinformation étrangère et la mésinformation, désinformation pouvant provenir de colporteurs d'infox locaux dans différents pays d'Europe, parce que finalement tous ces différents acteurs se lisent les uns les autres, se reprennent les uns les autres, utilisent les uns et les autres à leur propre dessein. On l'a vu quand dans des campagnes semblant étatique, finalement essayer de se servir d'influenceurs locaux dans des pays pour faire promouvoir des infox. Donc effectivement, quand on parle de fausses informations sur TikTok, il ne s'agit pas de propagande nécessairement, de désinformation. Il s'agit de fausses informations qui circulent. La qualification et l'attribution des récits faux, c'est très compliqué. On arrive à le faire parfois quand c'est facile quand une information provient d'un média d'État étranger qui est clairement connu comme tel. Mais c'est souvent compliqué en fait. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Chers collègues, donc j'ai l'impression que vous exercez une sorte de mission de service public en faisant cette surveillance des contenus. Je voulais savoir, quand vous repérez donc un contenu, vous écrivez et vous dites, entre guillemets, que vous êtes obéi finalement, puisque TikTok va enlever un contenu que vous aurez... ou alors j'ai mal compris. Alors, pas obéi au sens où nous, on n'a pas de position sur que faire de ces contenus. Oui, mais on fait des observations et on les transmet parce que, en tant que journaliste, on est obligé de transmettre nos conclusions aux personnes sur lesquelles on écrit. Donc, on les transmet. Le fait est que très souvent, effectivement, beaucoup des contenus dont je parlais sur les différents rapports sur TikTok ont été retirés. Notamment, un rapport dont je n'ai pas parlé était un rapport qui mettait en exergue la forte présence de contenus glorifiant les exactions du groupe Wagner, du groupe paramilitaire Wagner. Ces contenus étaient très clairement en violation des règles d'utilisation de TikTok, puisque c'était des contenus appelant à la violence ou glorifiant la violence. Tous les hashtags quasiment que nous avons signalés ont été supprimés à la suite de la publication de ce rapport. Mais c'est pas qu'on a été obéi au sens où on n'a rien demandé à TikTok. Mais... Oui, pardonnez-moi, c'était un peu provocateur, mais enfin, j'en étais tout à fait contente que ces contenus avec un caractère un peu particulier soient retirés. Je voulais savoir si vous aviez des concurrents dans ce domaine, s'il y avait d'autres journalistes comme vous qui exerçaient la même chose, parce que si c'est une bonne chose, il faut espérer que vous êtes nombreux. Est-ce que l'ARCOM aussi, qui est une sorte de gendarme de l'audiovisuel, a exactement la même mission que vous? Et vous vous êtes rétribué comment? Parce que TikTok, si vous arrive à enlever le contenu, c'est-à-dire considère que vous avez été lanceur d'alerte, il faut bien que vous payiez des gens pour surveiller tout ça. Alors comment ça se passe? Alors oui, donc TikTok pourrait être un client et nous payer pour utiliser nos données. Aujourd'hui, TikTok n'est pas un client, je répète, on n'a pas de lien d'intérêt, mais c'est comme ça que nous payons. Nous vendons des licences d'accès à différents acteurs, que ce soit des plateformes digitales, des réseaux sociaux, des agrégateurs de contenu, qui peuvent à la fois se servir de nos données dans leur travail de modération des contenus, qui peuvent intégrer nos analyses de la fiabilité des sites pour leurs utilisateurs, pour leur donner ce supplément d'informations sur les sources qui circulent. Et nous fournissons aussi des briefings sur les tendances de la désinformation à nos clients. Donc effectivement, parmi nos clients, nous avons des plateformes plus ou moins grandes, des agrégateurs de contenu, je le disais, des chercheurs, le monde de la publicité aussi, qui est de plus en plus concerné par cette problématique, puisque l'un des aspects dont nous n'avons pas parlé, mais qui est important aussi, c'est le fait que aujourd'hui, une grande partie des fausses informations soit financée par la publicité programmatique notamment, donc les annonceurs se saisissent de cette problématique aussi. Et j'ai oublié le début de votre question, veuillez m'excuser.
Ah oui, si on a des concurrents. Donc, il y a beaucoup de fact-checkers et qui font donc du fact-checking pour un média et qui ont en général des partenariats, donc des liens d'intérêt avec les plateformes. Nous, notre travail, encore une fois, est un petit peu un pas de côté puisque nous produisons des évaluations de la fiabilité des sites d'information journalistiques et apolitiques en fonction de critères journalistiques de base. Nous sommes les seuls à faire ça. En revanche, sur le fact-checking, qui est une partie de notre travail sur lequel nous appuyons nos analyses, il y a beaucoup de fact-checkers. Et nous avons aussi il y a de plus en plus d'acteurs qui vont produire des listes de sites à risque désinformationnels qui peuvent être considérés comme des compétiteurs en quelque sorte. C'est un petit peu différent au sens où souvent il y a de l'utilisation de l'intelligence artificielle et que nous utilisons vraiment une équipe de journalistes et nous faisons des analyses manuelles dans le cadre desquelles nous contactons les sites pour leur demander des commentaires. Nous les invitons à progresser sur leurs pratiques pour obtenir de meilleurs scores et nous mettons à jour nos analyses en permanence pour s'assurer qu'on ne va pas dire d'un site qu'il est peu fiable alors qu'en fait il a changé ses pratiques. Donc là-dessus nous sommes un petit peu uniques dans le paysage, mais je pense qu'il y a aussi tout un nouvel écosystème qui est en train de se créer face à une menace qui est beaucoup plus grande qu'elle n'était il y a quelques années. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame, pour déjà ces nombreuses réponses aux questions des collègues. Ma question concernait votre modèle économique qui vient de vous être posé. Est-ce que vous avez, alors je vais la compléter, est-ce que vous avez vocation à rester en justice également? Est-ce que vous imaginez, par rapport à finalement des contenus qui seraient illicites, est-ce que vous avez un service juridique qui vous permettrait finalement d'avoir d'ester en justice? Donc c'était la première question. Après, vous avez parlé du développement du réseau TikTok. Est-ce que le développement de ce réseau en termes de fréquentation a été accompagné d'un changement d'algorithme par rapport à ces fausses informations, ces infox ou cette mésinformation? Et est-ce que vous classez ces infox par rubrique? Est-ce que, puisque vous avez parlé d'un public jeune notamment, est-ce que vous avez des différentes classifications à la fois sur des sujets géopolitiques, sur la santé, sur différents sujets qui pourraient être plus ciblés que d'autres? Merci. Alors, par rapport à votre première question, non. Nous sommes vraiment des journalistes, donc, et notre sujet, c'est les fausses informations. Ce qui, en soi, à ma connaissance, n'est pas tout à fait, ne correspond pas tout à fait au contenu illicite, mais c'est vraiment le sujet qui nous habite. Ce qui fait que, par exemple, dans nos analyses, même si parfois ça va se rejoindre et faire partie de l'analyse en termes d'éducation aux médias, de nécessité d'en parler, tout ce qui est publication de contenus illicites qui peuvent être des contenus racistes par exemple, ce n'est pas le sujet de notre étude. Nous travaillons vraiment sur la publication d'informations fausses. En revanche, ce qui va peut-être nous distinguer de certains acteurs, c'est que dans le domaine de la vérification des faits, on va parfois vérifier des faits qui sont peut-être un petit peu exagérés ou peut-être pas très pas très fondé, mais il y a quand même un petit peu de réalité derrière. Nous nous intéressons vraiment aux informations qui sont fausses, complètement fausses, complètement trompeuses ou sans fondement aucun. Typiquement, le fait que le 11 septembre n'était pas un attentat, mais un inside job, comme on dit. On peut pas vraiment prouver que c'est faux, mais on peut dire que qu'il n'y a pas d'éléments prouvant que c'est vrai du tout. Donc c'est quelque chose qu'on va considérer. Mais c'est pour vous dire que notre rapport aux fausses allégations notre exigence est assez haute. On ne va pas aller vérifier des informations qui sont juste des propos un peu exagérés d'hommes politiques ou ce genre de choses. On est vraiment dans l'allégation fausse. Les exactions à Boutcha ont été mis en scène, ce genre de choses.
Est-ce qu'il y a eu un changement d'algorithme? Je serais bien incapable de vous le dire, encore une fois, parce qu'on a peu d'éléments et que nous avons les éléments qui paraissent dans la presse, qui sont rendus publics ou qui fuitent sur l'algorithme. Mais donc, je serais incapable de dire si cela a été le cas. Et est-ce qu'on classe les infox par rubrique? Alors nous, quand nous publions des analyses de sites d'information, effectivement, nous allons avoir des petites alertes sur différents types de contenus problématiques. Donc, on va cocher une case si le site diffuse beaucoup de contenus faux sur la santé, des contenus faux sur le Covid-19, des contenus faux sur le changement climatique, des contenus faux sur la guerre en Ukraine, des contenus de type QAnon, etc. Donc, on a effectivement des rubriques comme ça, des classifications de manière interne qui nous permettent, nous, de pouvoir trier les sites qui vont diffuser tel type de contenu, qui va permettre, par exemple, aux chercheurs de pouvoir regarder dans notre base de données tous les sites qui vont diffuser de fausses informations sur l'Ukraine. Merci, Monsieur le Président. Vous nous avez dit, Madame, que l'intelligence artificielle n'était pas en capacité de repérer une mésinformation, une désinformation, et que seul l'humain était capable de les détecter. Quand vous faites un signalement, donc vous êtes écouté, en tout cas entendu, en tous les cas, pouvez-vous, ou savez-vous comment est traité le signalement fait par un utilisateur à TikTok d'une fausse information? Non, je vois que vous me répondez déjà. Ça fait partie des exigences de la nouvelle réglementation européenne. Les plateformes vont devoir justement mettre en place des processus plus transparents pour les utilisateurs pour savoir si leurs contenus sont modérés. Mais je serais bien incapable de vous dire ce qu'il en est aujourd'hui. Je vous remercie. Une dernière question. Il y a 2-3 ans... Pardon? De ma part. Il y a 2-3 ans, Shoshana Zuboff, professeur à Harvard, établissait que les plateformes américaines, puisque c'était l'objet de son étude, leur modèle économique était toxique et pervers, et c'est ce qui, publicité, gratuité, clic rémunérateur, c'est ce qui tendait à promouvoir les fausses nouvelles, la désinformation, la montée en puissance des contenus haineux, des radicalités, etc. Qu'est-ce qu'il y a de similaire et de différent dans le modèle économique d'une plateforme comme TikTok, de vos observations qui pourraient établir que ça fait partie des causes du déploiement de cette désinformation en ligne et de la manipulation des utilisateurs? Sur le modèle d'affaires de TikTok, honnêtement, je n'ai pas d'expertise particulière. Ce que j'en connais, je pense, correspond à ce que vous en connaissez en lisant la presse. J'ai effectivement lu le livre dont vous parlez de Shoshana Zuboff, qui est excellent, mais qui parle de quelque chose qui n'est pas tout à fait mon sujet, c'est-à-dire la captation des données d'utilisateurs et le ciblage publicitaire. C'est quand même ce qui contribue à faire monter en puissance avec des algorithmes. Les algorithmes fonctionnent aussi avec les données. La désinformation, la manipulation de l'information. Donc, je voulais juste avoir votre regard sur ce que vous avez observé du fonctionnement de ces plateformes en général, dont la plateforme chinoise, pour démonter complètement le mécanisme. Voilà, s'il y avait une vraie différence. La question est pertinente et j'ai évidemment un avis sur la question, mais je n'ai pas d'expertise, donc je préfère pas me prononcer sur la question. Monsieur le rapporteur, peut-être. Est-ce que vous avez une idée de la taille de l'équipe de modération en langue française, de sa localisation géographique? Je ne parle pas de l'IA, bien entendu, je parle de la modération humaine, parce que l'entreprise croît, la plateforme croît sans arrêt. Est-ce que le nombre de modérateurs suit? Est-ce qu'on peut avoir un assessment, alors une estimation de cette équipe de modération et de ses résultats? Non, alors là encore, je n'ai pas de chiffres parce que je n'ai pas
de connaissances particulières, outre ce que j'ai pu lire dans la presse sur l'équipe de modération de TikTok. En revanche, aussi dans le cadre du DSA, le fait d'augmenter la taille des équipes de modération et notamment de couvrir plus de langues fait partie des choses qui sont exigées, qui vont donc être sans doute être mises en place. Ce qui est sûr, c'est qu'on constate, nous on a une équipe qui travaille, nous sommes présents dans 9 pays et nous couvrons plusieurs langues que sont l'anglais, le français, l'italien et l'allemand. Et ce que nous observons, c'est qu'effectivement, la modération, mais là je ne parle pas de TikTok spécifiquement, mais sur toutes les plateformes, est souvent beaucoup plus efficace et existante en anglais que dans les autres langues. Et encore, je vous parle de langues européennes dans des pays où les plateformes sont très présentes. Nous savons que dans les pays d'Europe de l'Est, notamment, il y a des problématiques liées à l'absence d'équipes de modération dans ces langues-là, mais ça fait partie des chantiers qui vont être mis en œuvre par toutes les plateformes. Encore une fois, je n'ai pas de connaissances particulières liées à l'équipe de modération de TikTok. Mon commentaire est plutôt général à toutes les plateformes qui vont être amenées à développer dans les autres langues européennes. Alors ça m'amène, vous parlez du DSA, ça m'amène une question sur l'application du DSA dans votre domaine, celui de l'information, de la mésinformation. Est-ce que les recommandations du DSA, et qui vont devenir des directives applicables, vous paraissent adaptées au sujet, insuffisantes, trop bureaucratiques et difficiles à appliquer? Quel est votre jugement sur l'état du DSA tel qu'il va être proposé aux différents gouvernements et parlements, et notamment au Sénat et à l'Assemblée nationale en France? Oui, alors, nous sommes dans une position particulière au sens où nous pouvons, ça et là, à faire des recommandations, mais nous ne sommes pas ni des militants ni des activistes, nous sommes des journalistes qui faisons des observations, produisons des rapports et des données. Donc, je ne me prononcerai pas sur la validité du DSA dans son ensemble. Tout ce que je peux dire, c'est que davantage de transparence, notamment sur les algorithmes, est toujours nécessaire et bienvenue et peut effectivement améliorer les capacités d'analyse des chercheurs et des groupes comme le nôtre. J'aurais une dernière question. Est-ce que vous travaillez avec des neuroscientifiques sur la question de l'éducation aux médias et faire attention aux infox chez les plus jeunes? Et avec qui, et voilà. Non, nous ne travaillons pas avec des neuroscientifiques. C'est intéressant comme question et je vois d'où vous venez pour poser cette question, même sur la question des biais cognitifs. Ah oui, oui. Voilà. Non, nous, notre approche de l'éducation aux médias, nous y venons vraiment par un tout petit pan modeste. Nous travaillons avec nous avons un programme d'éducation aux médias par lequel nous travaillons avec les bibliothèques publiques. Il y a énormément de choses qui sont faites, notamment en France, dans les écoles. Il y a vraiment beaucoup d'ateliers, beaucoup de choses qui sont faites par le Clémy, notamment en France. Mais comme vous le savez, la question de l'éducation aux médias, ce n'est pas une question qui se limite aux jeunes. Elle concerne tous les âges et vraiment tout le monde. Donc on a choisi de travailler avec les bibliothèques justement pour atteindre d'autres publics et essayer d'atteindre plusieurs groupes d'âge. Donc ce que nous faisons, encore une fois de manière très humble, c'est juste d'offrir gratuitement l'accès à notre extension de navigateur qui va donc permettre aux internautes de voir la fiabilité des sources lorsqu'ils naviguent sur Internet. Nous donnons cet outil gratuitement aux bibliothèques publiques qui le souhaitent et nous leur proposons d'organiser des ateliers à la fois pour leurs bibliothécaires et pour les utilisateurs où nous allons enseigner notre méthodologie d'évaluation de la fiabilité des sites avec l'idée que notre extension de navigateur peut à la fois servir de béquille, d'outils quand on va naviguer sur Internet, pouvoir aller rapidement avoir une réponse à son interrogation, est-ce que cette source est fiable ou non, mais aussi finalement servir
avec la répétition de sortes de vaccins contre la mésinformation, en permettant aux internautes de créer des réflexes. Et c'est ça que je pense est important aujourd'hui, de créer des réflexes pour se demander, voilà, est-ce que ce site est anonyme? Si oui, pourquoi? Est-ce que ça cache un loup? Et donc, c'est dans cette optique-là que nous travaillons avec près de 900 bibliothèques dans le monde aujourd'hui. Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y en a pas, auriez-vous une remarque que vous auriez absolument souhaité faire, ou on a fait le tour avec les questions? Parler de beaucoup de choses, Très oui. bien. Nous vous remercions beaucoup, madame. Je vous Merci remercie pour votre infiniment. invitation. Bonne soirée.